sans plus tarder, merci d'être venu à l'atelier dialogique sur l'art de Méel, particulièrement son exposition Lorsque la lumière effleure. Donc, j'aimerais vous expliquer les étapes d'un atelier dialogique. Dans un premier temps, on était ici même, in situ, hier, et puis on explorait de façon créative les œuvres de Méel par la méthode dialogique que j'ai créée pendant 30 ans maintenant. Cette méthode dialogique est devenue un sujet d'étude dans les universités en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'au Québec. Et il m'est un privilège d'explorer l'œuvre de Méel par cette méthode dialogique. Et je tiens à vous dire, si vous vous intéressez là-dessus, justement, dans la revue TIC Art Talk, une des meilleures dans les arts visuels, le dernier numéro, il y a l'Université du Québec à Montréal m'avait invité pour faire des ateliers dialogiques auprès des doctorants et doctorantes en créativité. Créativité, toutes disciplines confondues. Donc, il y avait des musiciens doctorants, il y avait des poètes et des romanciers doctorants, mais il y avait également des gens en art visuel. Et j'ai le grand plaisir de vous dire que le nouveau numéro qu'on vient de lancer de TIC Art Talk est là, en arrière de vous, et cette œuvre qui est en arrière de vous y figure. C'est une commande de la rédaction de la revue TIC Art Talk. Eh bien, avant de se lancer dans le dialogue, je m'empresse de vous expliquer les étapes. La première étape, c'est la dimension empirique. J'observe les faits, les données, parce que le dénominateur commun entre les artistes et les scientifiques, et je fais des ateliers dialogiques avec les deux, eh bien c'est justement l'observation. Les faits, les données, le concret, le matériel. Donc cette dimension empirique. Non pas ce que vous en pensez, encore moins ce que vous en ressentez, mais uniquement les faits, les observations. J'observe, je note, je vois. Deuxième étape, parce que l'artiste doit travailler avec la matière et ses propriétés. Deuxième étape, c'est l'étape cognitive, parce que l'artiste travaille avec son cerveau, avec le raisonnement, avec une logique, avec une pensée. Donc la dimension cognitive, je pense, et c'est là toute la dimension, l'élément de l'analyse, de la critique, de la pensée. Est-ce que cette œuvre raconte une histoire? Y a-t-il une trame narrative? Voilà, ça c'est la deuxième étape, la dimension cognitive. La troisième étape, c'est que l'artiste travaille également avec ses émotions. Elle crée avec ses sentiments, dans un état d'âme. C'est donc la dimension affective. Je ressens. Et là, j'invite les participants à écrire tout ce qu'elle ressent face à l'œuvre, toute la gamme des émotions, des sentiments. Voilà, ça c'est la dimension affective. La quatrième étape qui va de pair, ça c'est à cause de mes collaborations avec des psychiatres et des psychologues, et souvent dans les arts visuels y compris, c'est justement la dimension... bonjour, mademoiselle Dubé, on a une place réservée pour vous. Et voilà une cinéaste de l'ONF. Alors, donc cette quatrième dimension, l'écriture automatique, c'est que on se rappelle que Sigmund Freud, on l'associe avec la psychanalyse, avec raison, dont il en est, en quelque sorte, avec Jung, l'origine, la source. Mais on oublie bien souvent que Sigmund Freud était d'abord médecin et ensuite il s'est spécialisé en neurologie. Il était donc un neurologue. Et lors de ses études supérieures à Paris, il s'est rendu compte
que l'être humain n'est même pas conscient de la plupart des opérations neurologiques. Donc il a proposé ce concept qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient, qui en fait constitue un trésor caché à l'intérieur de chacun de soi et dans lequel l'artiste, comme l'auditoire, peuvent puiser. Et donc là, j'invite tous les participants, par l'écriture automatique, évidemment, je fais référence à André Breton, le surréalisme. Le surréalisme est le résultat de Sigmund Freud et de ce concept du subconscient ou de l'inconscient. On n'a qu'à penser à Salvador Dali, la persistance de la mémoire, ou encore de Magritte, ou en littérature, André Breton, et j'en passe. Donc ça, c'est la 4e dimension. La 5e dimension est encore neurologique, le phénomène de la synesthésie. On sait que le cerveau humain associe certaines couleurs avec certains sons. Et en revanche, quand on écoute de la musique, quand on entend un son, le cerveau humain l'associe avec certaines couleurs, certaines images, certaines formes même. Il y en a des gens, un petit pourcentage de la population, que ce sens est tellement aigu que chaque fois qu'ils entendent quoi que ce soit, immédiatement, ça devient des couleurs, ça devient des images, ça devient même une vision, alors que ce n'est que sonore. Alors, ensuite, la dernière étape, c'est l'étape nominative. On sait, et d'ailleurs, en parlant de la musique, je vous réfère à cette grande intellectuelle afro-américaine, Angela Davis, qui a écrit un essai sur la culture africaine de l'Ouest, Yoruba, et son étude du pouvoir de nommer. Et elle démontre à quel point de donner son propre nom à quelqu'un, comme Mimi, j'ignorais que c'était Mimi, mais ça veut dire que vous avez une relation unique, intime, spéciale. C'est votre façon de dire, eh bien, c'est ma Mimi, à moi. Donc, de donner notre propre nom, c'est une façon de s'approprier, de s'identifier, d'individualiser notre rapport, notre relation avec cette personne ou avec l'art. Oui, une belle place pour vous. Donc, voici les étapes par lesquelles on est passé hier lors de l'atelier dialogique. Et je dois vous dire, ici, c'est l'art de Maël en toute intimité. C'est véritablement, on est en tête à tête avec l'artiste. Donc, c'est une occasion inouïe qu'on a là. Pour que ça marche, le principe opérateur des ateliers dialogiques est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Et ça, je vous le dis, par 30 ans d'expérience, chaque étudiant a une peur bleue de poser une question stupide. Donc il faut démystifier l'art. Il faut démystifier l'éducation, y compris l'éducation supérieure, en créant ce que moi j'appelle un espace éducatif non menaçant. Donc, sans plus tarder, et je dois vous dire, tout ce que vous allez entendre, c'était écrit par les gens qui sont ici présents. Je vais les lire à haute voix, mais de façon anonyme, parce que ça aussi, ça fait partie justement, de démystifier. Qu'on n'ait pas peur de penser autrement, qu'on n'ait pas peur de s'exprimer autrement. Donc, c'est dans cet esprit-là, on avait enlevé d'ailleurs les titres et toutes les informations des œuvres. On a commencé avec celle-ci et on est passé étape par étape. Donc, je vais partager avec vous ce qu'une personne
à partager sur cette œuvre. La première étape, la dimension empirique. J'observe œuvre composée d'un tableau et d'une sculpture. C'est un tableau rectangulaire de dimension 120 par 65 cm. L'œuvre est en relief avec 3 arumes. Et il fallait que je vérifie dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est arume. C'est une sorte de fleur. Blanc, disposé asymétriquement sur le haut du tableau. Les fleurs sont en porcelaine, sculptées avec des touches de peinture argent, gris et anthracité. Il fallait que je vérifie dans le dictionnaire. Anthracité, eh bien, c'est du charbon brûlé. 2 feuilles en porcelaine sont intégrées sur le coin droit. Le tout en prolongement de la sculpture en céramique qui, elle, est constituée de 3 plaques dont la face avant est séparée par du verre. La sculpture est montée sur une pièce en bois brut. La céramique est craquelée sur les rebords comme une roche. De la lumière se diffuse au travers du verre. De la lumière se diffuse au travers du verre et vient éclairer le tableau au-dessus. Elle est en rondeur et de forme allongée sur environ 1 mètre. La composition évoque un arrangement floral ikebana, des arumes qui sortent de la pierre, éclairés tout en relief avec des touches de blanc, de noir et de gris argent. Ça, c'est la première étape, la dimension empirique, les observations, les faits, les données. Deuxième étape, la dimension cognitive, l'analyse, la critique, la logique, le raisonnement. Je pense. L'œuvre semi-figurative de l'artiste nous invite à sortir des sentiers battus. Sa dimension se démultiplie par la lumière qui la compose et sert à tracer des contours ainsi qu'à accentuer les reliefs. Ce n'est plus un tableau, ce n'est pas non plus une composition florale. Ce tout que constituent la toile et la céramique fait libérer la matière en créant des ruptures dans les tracés. Une discontinuité qui fait libérer l'énergie. Des associations d'éléments organiques et minéraux nous rappellent paradoxalement à l'éphémère des fleurs et l'éternel de la roche. La beauté et l'esthétique de la composition circulent sur les veines de temps pour créer une harmonie, une fusion dans les déchirures. Une respiration manque à l'œuvre, une distance entre la toile et la céramique pour mieux apprécier le mouvement qui va de l'une à l'autre. Le gris ici n'est pas monotone, car il vibre avec la lumière. Le minimalisme dans les couleurs et les éléments qui constituent l'œuvre nous fait penser à l'art zen, dont l'épure permet de libérer l'énergie créatrice. Car il y a création de l'artificiel qui évoque le naturel et la facture du temps et des éléments. On croirait parfois voir des pièces façonnées par l'eau et le vent. Deuxième dimension, la dimension cognitive.
Maintenant, la troisième dimension, parce que l'artiste travaille avec ses sentiments, la dimension affective, les émotions. Je ressens, par la contemplation, naît un sentiment de paix, de sérénité. Mais aussitôt que j'observe le minéral de l'œuvre, je ressens l'énergie qui y circule, la force des éléments, parce que l'œuvre évoque le souffle du vent et le parcours de l'eau. Je suis aussi ému par son esthétisme particulier qui se crée dans les lignes discontinues et les asymétries. Je ressens le passage du temps, tout en réalisant l'éphémère de ce qu'elle évoque. C'est déconcertant et l'observateur devient l'objet de son observation dès le moment où l'on suit le parcours de la lumière et ses effleurements. On est renvoyé à soi-même. C'est une œuvre à la dimension sensuelle et tactile. On veut découvrir les matières qui la composent au bout des doigts pour sentir les aspérités, les rugosités, les courbes douces et le lisse de la porcelaine. Une harmonie qui apaise les esprits, un jeu de lumière qui décuple la surface et la composition en douceur. Entre ombre et lumière, notre regard se promène sur les sillons de peinture et de mortier pour aboutir sur une fleur qui regarde le ciel. Je vous rappelle, tout ça, c'était écrit in situ, sur le champ, sur le jet, sans aucune préparation. Tout est improvisé. Alors, la quatrième dimension, l'écriture automatique, donc le subconscient, l'inconscient, jet d'encre et de lumière qui par effleurement dessine et enveloppe de douceur le minéral et l'organique. Je suis là, observateur qui, à défaut de contempler, décrit en prose et en images des sentiments complexes. Même si l'œuvre est paisible, celui qui la regarde est en tumulte. Alors le temps d'une observation, on s'oublie et on ressent le temps et l'éphémère face à l'éternel. Cinquième dimension, la synesthésie. Qu'est-ce que la personne entend quand elle regarde cette œuvre? J'entends le craquement de la roche, adouci par le murmure du vent. Si la lumière a un son, je l'entends aussi. Ce son a la voix de l'artiste aphone, celle qui se passe de discours. J'adore ça. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai fait. On voit le tableau différemment. Déjà, moi, je me sens zen. C'est un tableau thérapeutique. Exactement. On va juste aller à un sixième point. Ah, très bon point ça. Merci. Donc, la sixième dimension, la dimension nominative, comment est-ce que la personne nomme cette œuvre pour se l'approprier? Eh bien, son nom, c'est l'éphémère éternel. Car l'œuvre nous fait goûter au temps en cristallisant l'organique éphémère dans l'immuabilité du matériel. Alors, j'invite l'artiste à
à commenter, et puis ensuite on va ouvrir, parce que ça c'est en quelque sorte le catalyseur pour notre conversation collective sur la démarche artistique et la vision créative de l'artiste. À elle la parole. C'est donc micro ouvert, Maëlle. Je voudrais juste vous poser une petite question avant. Tout ce qui a été écrit, c'est sur ce tableau seulement. Effectivement, je trouve que l'exercice a été très, très intéressant et puis très instructif pour moi. Très instructif pour moi et je suis émue, profondément émue, parce que les écrits portent une émotion, une forte émotion. Je suis, comment dirais-je, je ne m'attends pas à autant de descriptions et de ressentis. Donc je vous avoue, il faudrait que je me reprenne un peu pour pouvoir en parler. Je suis effectivement très surprise. J'ai reconnu des sentiments et des appréciations que je partage, oui, et surprise aussi par ce que l'on peut observer dans un tableau. Étant donné que je l'ai réalisé, je peux vous dire que je ne pose pas autant de questions et comment dirais-je, je ne réfléchirai pas autant. Je suis dans l'instinct, c'est-à-dire que j'habite uniquement, mon instinct m'habite et je travaille sans réflexion, oui, intellectuelle ou absolument pas. Pour moi, le plus important, c'est lorsque je connecte. Pour moi, un tableau me paraît réussi uniquement si je l'aime et si j'ai senti que j'ai eu une connexion. C'était un tout, j'étais totalement liée à lui, fusionnée à lui, et voilà, c'est tout. Maintenant. Pour tout ce qu'on a pu voir dedans, je trouve que c'est merveilleux, si on peut, comment dirais-je, puiser autant d'émotions et autant d'images dedans, je trouve que c'est magnifique, c'est tout. Bien. Oui. Alors, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Donc, la raison d'être des ateliers dialogiques, c'est justement de favoriser le dialogue entre l'artiste et l'auditoire, d'où ce principe opérateur, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Et je tiens à vous dire pourquoi ce premier principe, en tant que professeur de 30 ans, je peux vous dire, la clé de l'éducation, c'est de susciter la curiosité, de la favoriser, ainsi que les questions. J'ai 6 petits-enfants et j'étais avec eux ce matin, alors que les parents faisaient du jogging. Et j'estime que le défi dans la vie est de rester enfant. Et c'est pour cela, je crois, que la pierre de touche de l'éducation, y compris l'éducation supérieure, c'est d'enseigner l'enfant dans l'adulte. Parce que jusqu'à notre dernier souffle, à l'intérieur de soi-même, on se perçoit comme un enfant. Or, je peux vous assurer, à cause de mes petits-enfants, ils ne cessent de questionner. Je vous invite maintenant à questionner. Qui sera le premier ou la première? Oui. Merci, madame. Bonjour, mon nom est Louisa, je suis néophyte, mais je veux juste poser une ou deux questions sur l'ensemble de l'œuvre qui est là. Je voudrais savoir l'inspiration, c'est-à-dire votre choix de dessin ou de sculpture, est-ce que c'est les fleurs ou l'abstrait ou autre chose? Et puis pourquoi le choix de couleur en noir et blanc et puis la couleur? Puis, est-ce que votre état d'âme change? Est-ce que vous êtes dans un état d'âme différent quand vous choisissez la couleur ou le noir et blanc? C'est juste ma perception de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en peinture et sculpture. Mais c'est justement le but des ateliers. Le but des ateliers. Et je vous remercie d'avoir tenu le micro proche parce que ça aide beaucoup. On enregistre. D'accord, donc si, t'es bon? D'accord.
cette composition, effectivement, lorsque j'ai pensé à faire cette composition, c'était l'intervention de la lumière dans la composition. C'est par observation antérieure. J'avais remarqué que les tableaux sculptés, parce que j'en faisais avant, la lumière jouait d'une manière particulière et avait ses variations. Et une personne avait dit effectivement que le tableau était démultiplié. Sa vision était démultipliée suivant la présence et l'orientation de la lumière. D'où je voulais véritablement que dans ces pièces, la lumière devient matériau. Je me suis appuyée, je suis revenue à comment je suis venue à inclure la sculpture au tableau. C'était après mes études de sculpture florale au Japon, d'où je suis revenue à la thématique florale. Aussi pour peut-être utiliser la composition basée sur l'ikebana. L'ikebana, normalement, le terme ikebana et arrangement floral n'est réservé que pour les plantes réelles, naturelles. Mais là, j'ai utilisé plutôt la composition, la construction. Ce sont effectivement, c'est une thématique florale et la lumière permet de révéler la sculpture. Je n'ai pas employé de couleurs dans cette composition parce que je trouvais qu'il y avait déjà trop d'éléments qui composent et peut-être que la couleur, je trouvais qu'elle pouvait atténuer l'effet recherché. Et je voulais laisser véritablement les aspérités sur la toile par le mortier et le relief important des pièces en porcelaine être présentes et avoir, comment dirais-je, toute la place. Maintenant, le luminaire, pour moi, si je peux dire, j'avais l'impression, parce que vous savez que dans l'ikebana, vous avez la représentation du végétal, ici la fleur, le minéral, l'eau. Et effectivement, pour moi, le vert, c'est à la fois la lumière et un peu, il pourrait peut-être suggérer l'eau. L'eau peut être aussi suggérée par des mouvements sur la toile. Et le minéral, c'est pour ça. J'ai entendu tout à l'heure la personne examiner et elle a noté l'effet naturel que, oui, je laisse libre. J'aime bien les accidents. Je trouve que la beauté dans la nature est très souvent accidentelle. Et c'est ce que j'ai voulu favoriser dans ce travail. Maintenant, je ne sais pas, il y avait peut-être une autre question. Pourquoi la couleur, en fait? Donc oui, dans celui-ci, la couleur n'est pas présente, donc j'ai expliqué pourquoi. L'état d'âme dans lequel je suis. L'état d'âme, oui, c'est très apaisant. Et j'ai besoin de travailler le noir et blanc parce que ça m'apaise, ça me lave de la couleur. La couleur, on en parlera par la suite peut-être, mais tout dépend des couleurs que je peux travailler. Oui, ça peut être des moments d'intense émotion ou d'excitation telle, mais là, c'est vrai que les noirs et blancs sont très apaisants pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci, Louise. Et d'autres questions? Oui, Sarah. J'ai une question peut-être technique. Je me demande de l'ordre. Est-ce que vous faites le luminaire en premier et après la peinture ou vous allez de un à l'autre ou comment ça se fait l'interaction? Est-ce que, oui, le dialogue entre les deux? Merci. En fait, dans les compositions, je pars avant tout à partir d'un croquis. Et sur ce croquis, il y a la position du luminaire et les lignes majeures du tableau. Il y a les lignes majeures. Je ne dis pas que les choses peuvent évoluer
à travers le développement du travail. Je commence par le luminaire. Je commence par les pièces qui vont, techniquement, qui ont besoin de sécher. Donc elles vont se rétracter. Les matériaux étant différents, vous avez les spécifications différentes pour chaque. Le verre ne va pas être modifié comme la porcelaine, qui a un taux de rétraction plus important. Donc je vais travailler les pièces en porcelaine. Donc je vais travailler quand même les pièces qui vont être posées, construites sur le tableau, et les pièces de porcelaine qui vont constituer le luminaire. Le verre est déjà fait, je l'ai déjà travaillé. À ce moment-là, par contre, la construction du tableau ne va se faire que lorsque le luminaire est totalement monté. Il va me permettre de déterminer les lignes. À ce moment-là, je construis le tableau. Le tableau, il se construit avec les lignes majeures, mais au moment où je commence à peindre, je vous dirai qu'il peut y avoir des lignes qui vont se rajouter ou des choses vont s'atténuer. Le développement et la naissance du tableau, je vous dirais que je ne suis plus totalement maîtresse. C'est le tableau qui me guide. Donc il y a des phases, je dirais, où l'intensité de la relation va en crescendo. Je pars peut-être au départ d'une domination du travail, je suis à la fin quasiment dominée. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Voilà. C'est bien dit, hein. Oui, pardon. Signe de vitalité des questions. Oui, c'est toujours un petit peu technique. Moi, je me pose la question, bon, une fois, je m'excuse, je tutoie, c'est... Une fois que tu as fait tes feuilles, tes fleurs, que tu as fait tes croquis, tes machins, est-ce que tu peux coller ça n'importe où, ou bien tu tiens compte l'emplacement, il y a un truc physique là-dedans pour que ça tienne, pour qu'il y ait un équilibre? Pardon, merci bien. J'ai fait des tests. C'est un travail, c'est le résultat d'un travail de plusieurs années. Donc effectivement, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais et j'ai constaté, parce que tout au départ, toi qui as déjà vu mon travail tout au début, j'ai abordé le travail de l'association de la sculpture avec la peinture, d'abord sur du bois ou de la maçonnite. Parce que je pensais qu'il fallait une rigidité pour solidifier le travail. J'ai fait par la suite la seule chose, donc je reviens il n'y a pas un exemple ici, mais on peut le voir sur mon site, certains travaux, où il n'y a plus de mortier de soutien, parce que, oui, pour travailler avec la maçonnite, il va les couvrir, et je trouvais qu'il y avait une densité de matière sur le tableau. Je suis beaucoup plus attirée par ce qui est allégé et aéré. Donc, j'ai travaillé avec la toile. La toile, je me suis rendu compte, donc par des tests, que la porcelaine accrochait bien à la toile et ne la déformait pas surtout. Donc, ça m'a permis d'alléger mon travail et aussi donc, de m'exprimer peut-être au mieux de ce que je veux. C'est alléger effectivement le travail et donc le mortier. Je trouve qu'avec moins d'utilisation de mortier, j'obtiens l'effet recherché. Maintenant, la construction du tableau ne tient pas compte, elle ne déséquilibre pas le tableau. Non, absolument pas. La toile est bien tendue, elle est bien apprêtée, donc absolument pas, ça ne bouge pas. Donc la construction est strictement, répond à mon approche de l'esthétique. Est-ce que ça répond? Oui. D'accord.
Non, ça serait beaucoup plus pour les luminaires. C'est vrai, j'ai abordé le tableau, mais pas le luminaire. Le luminaire, effectivement, on est obligé de faire attention. Très souvent, mes luminaires défient presque les lois de la gravité. Donc, les constructions sont assez droites, donc il faut quand même les équilibrer, calculer un petit peu le centre de gravité. Oui, c'est vrai. Mais bon... Et puis, il y a aussi des associations verre et terre. Étant donné que la terre, le travail de la porcelaine, la forme est déterminée avant le séchage, je suis obligée de calculer et de respecter et de tenir compte du coefficient de rétraction. Parce que ça va venir épouser quand même le verre. Donc, oui. Voilà. Merci. Et je me rends compte, au milieu de toutes ces questions, que je ne vous avais pas donné quelques réponses, quelques précisions. D'abord, quant au nom que l'artiste a donné à l'œuvre, c'est Lumière. Cette œuvre date de cette année même, 2017. En ce qui concerne les proportions, 60 par 36 pouces, et c'est composition et médium mixte. Alors, là, vous avez des faits des données. Et je vous invite à questionner encore. C'est la raison d'être de l'atelier dialogique. Monsieur Bauduc. Je vais plutôt commencer par un commentaire. C'est que quand je me suis assis ici tout à l'heure, ma première impression, ça a été vous par rapport à l'œuvre. Parce que, mettons que si j'avais juste vu l'exposition, mettons que je serais passé par hasard, que je serais rentré, ça n'aurait pas donné la même dimension. Mais vous ressemblez à vos peintures. Ça fait que le rouge à lèvres, c'est à peu près ce que je vois. Puis, oui, le noir, le gris, le blanc, le rouge à lèvres, on dirait que... Ça fait que déjà en partant, ça donne, en tout cas, c'est révélateur de votre œuvre, en tout cas pour moi du moins. Je l'ai ressenti, d'abord vous êtes une personne calme, posée, on dirait que vous êtes un prolongement finalement, vous arrivez à créer un prolongement de vous-même à travers vos œuvres. Puis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect mystique, l'aspect psychologique. Puis je le retrouve. Vous avez de l'air zen, puis dans votre tableau, il monte. Puis c'est pour moi, c'est ça qui compte. Puis les fleurs, personnellement, je relie ça à la sexualité en général. Puis j'aime cette sexualité douce, on va dire, tu sais, qui est un élément de vie, puis qui mène à quelque chose qui est plus mystique. C'est les impressions que j'ai eues personnellement. Je ne sais pas si vous allez être en accord ou non avec ce que j'ai dit. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Et pour souligner ce que dit M. Bolduc, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a présenté, il n'y a pas longtemps, le photographe Robert Mapplethorpe, les fleurs comme constat de sexualité. Merci pour vos commentaires. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'expression de sexualité dans les tableaux. Pour moi, je ne sais pas, je voudrais peut-être pas commettre d'erreur. J'ai le sentiment que c'est Marguerite Duras qui avait dit que la sexualité sublimée était asexuée. C'est peut-être effectivement aller au plus loin de la sublimation. Rappelez-moi l'autre question, s'il vous plaît. C'était ça. Oui. Oui. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, bon, je pense que la réponse est évidente, mais à quel point vous ressentez le prolongement de vous-même à travers votre vie? Ça serait un petit peu ça. Oui, c'est vrai. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, j'étais guidée par... je ne maîtrisais plus peut-être ce qui était en train de se mettre en place. Et l'aboutissement, il y a un plaisir énorme. C'est une fusion.
C'est un état quasiment de fige à la fin. Et je crois qu'on a une difficulté même de s'en détacher. Donc, c'est nous, c'est moi. J'ai besoin par la suite, d'essayer de me détacher, de prendre un peu de recul pour au moins passer à autre chose aussi. Exactement. Mais oui, et je ne considère qu'un travail est abouti que si j'ai ressenti cet état-là. Donc, c'est un témoignage. Oui, oui, exactement, je pense que oui. Voilà. Je vous en prie. On va lui passer Le micro, là, je ne vais plus pouvoir parler. Ça va m'intimider. Moi, j'ai l'impression que pour elle, c'est vital, ces tableaux. Parce qu'il faut qu'elle exprime ce qu'elle a au fond d'elle-même sur quelque chose pour pouvoir ensuite s'en détacher. Moi, je la vois comme ça, vu que je la connais depuis longtemps. C'est comme ça que je vois les choses. Elle a besoin, c'est un besoin vital, son travail. Elle a besoin de s'exprimer. Elle fait abstraction de tout ce qui est mercantile. Je veux dire que ça se vend pas, c'est vraiment pas un problème. Pour elle, le plus important, c'est la création. Et puis, il y a autre chose aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vue, j'ai pensé à Édith Piaf. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais le noir, le blanc, et puis, je veux dire, c'était une femme tellement passionnée qui s'exprimait à travers sa musique, et Mimi, c'est à travers sa peinture, que tout de suite, j'ai fait le parallèle. Et j'espère qu'il n'y a pas eu autant de souffrance qu'Édith Piaf, mais en tout cas, la création est là, et je suis sûre que ça va être éternel. Et c'est très intéressant, le leitmotiv, le mot qui est revenu dans ce que vous venez de dire, madame, c'est vital. Et lors de nos rencontres, quand Maëlle me présentait ses œuvres, immédiatement, je me suis rendu compte qu'elle a matérialisé la philosophie d'Henri Bergson et le concept de l'élan vital. Merci Fatma, je suis profondément touchée par ce que tu as pu dire. Me comparer à Piaf, c'est magnifique, mais je ne suis pas Piaf, je ne pense pas. Oui, mais... Non, mais... Oui, j'ai besoin. Ma première... j'ai pris conscience, c'était en 2005, lorsque j'ai eu à une exposition, j'ai eu ma première médaille, c'était au musée des maîtres et artisans. Médaille d'or, et j'ai dit cette phrase, elle est sortie sincèrement, spontanément, donc sans réflexion. Je disais, quand on m'a remis cette médaille, merci de me permettre d'exister. Je n'avais pas compris l'importance de ce mot, je l'ai compris par la suite. J'ai besoin de peindre pour moi-même, j'ai besoin de peindre parce que je me projette, effectivement. Oui, sûrement il y a sûrement quelque chose qui se libère ou une quête. Il y a une quête peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je ne veux pas avancer, mais pour moi, oui, c'est extrêmement important de peindre et d'être dans cet état-là. Je recherche cet état-là. J'ai besoin de me sentir dans ces états-là. Oui. Merci. Oui, Mlle Clément. J'ai participé à la première étape hier, en partie. Je suis arrivée un peu en retard. Et je suis restée vraiment complètement absorbée par ce tableau, parce que, à le regarder plusieurs fois, j'ai eu le même sentiment que tout le monde, l'aspect minéral, l'aspect végétal, les feuilles, peut-être le rocher, etc. Mais ma première impression, elle était partie du verre en bas, là, dans lequel moi je voyais une jointure, comme une patte, qui là, vous avez un genou là, qui va bouger. Et quand vous montez, peut-être que là, c'est ma nature de femme du Nord là, qui a surgi, là. Mais alors là, je voyais comme les pattes arrière
d'un gros animal, peut-être un orignal ou quelque chose comme ça, avec la jointure, et l'animal marche dans un sous-bois. Et là, il y a les branches qui glissent entre ses pattes. Alors, vous en avez dans lesquelles il y a des fleurs, d'autres dans lesquelles il y a des feuilles. Et j'avais l'impression que c'était de ça que sortait toute la sensualité du tableau. Mais, c'est ça. Donc, je le regardais, je l'adorais, mais je me disais, je ne sais pas si c'est possible qu'elle ait mis un orignal là-dedans. Mais il faudrait que je lui demande. Mais c'était l'impression que ça me donnait, que ce soit un orignal, que ce soit n'importe quel autre gros animal, mais avec un calme, avec une sérénité. Il y a comme un déplacement, le mouvement, là. Tu vois la patte pliée, comme s'il allait avancer, puis les branchages qui glissent entre les pattes. Alors là, on ne se soucie plus de rien. C'est le bonheur, c'est la nature, c'est le calme, la sérénité, c'est tout ça. Alors, mais la jointure dans la sculpture du bas, pour moi, elle était extrêmement importante et significative par rapport à l'ensemble du tableau. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort, ou je dis, je suis complètement à côté? Mademoiselle Clément vient de dire même pas la moitié de la vérité d'hier, parce que moi j'étais le seul qui n'écrivait pas. Je l'ai vue dans sa chaise, hypnotisée, mesmérisée. Elle était ailleurs. Elle était ailleurs. Et merci pour votre commentaire à la fin, Mademoiselle Clément. Un des principes philosophiques des ateliers dialogiques provient de Merleau-Ponty, qui disait « Chaque perception est une interprétation ». Or, nous, on fait valoir à quel point chaque perception, chaque interprétation est valable. Votre commentaire est très étonnant et surprenant et il m'intéresse beaucoup. En fait, je vais vous dire une chose. Pendant longtemps, mes titres étaient T1, T2, T3, T4. Pourquoi je choisissais de ne pas mettre de titre? Je considérais que je prenais la liberté de peindre et d'exposer au public mes pièces. Et je considérais que le public avait le droit et la liberté de voir ce qu'il voulait voir dans mes pièces. D'où je ne voulais pas mettre de titre. La première fois où j'ai commencé à mettre un titre, c'était celui-ci. J'ai mis, peu importe le cri, 3 points de suspension. Parce que les points de suspension viennent permettre, je trouve, enfin j'aimerais, qu'ils permettent l'ouverture de l'interprétation. D'où, parce que je n'aimerais pas qu'un titre soit réducteur. Je voudrais qu'il permette un dialogue, une autre vision, ouvrir. Je suis quelqu'un qui est amoureux de la liberté et je voudrais que tout le monde garde cette liberté d'expression, de regard, d'interprétation. Et c'est tellement enrichissant de voir cela. Donc oui, si vous avez vu un orignal, c'est beau. Le mouvement, vous l'avez vu, c'est magnifique. Et si vous avez vu de la sérénité, ben, écoutez, c'est une belle vision. Merci. Et voyez-vous, en tant que professeur, je me suis rendu compte, quand je collaborais avec des artistes, on valorise l'optique, le point de vue, l'interprétation, la pensée de l'artiste. Mais pourquoi pas valoriser autant la pensée, la perspective, le point de vue, l'opinion de l'auditoire qui voit l'art? Alors, d'autres questions, commentaires? Ce n'est pas une question, c'est juste ajouter quelque chose à ce que Mimi a dit. Puisque moi, j'ai 2 tableaux à elle chez moi et je peux vous dire que à chaque fois que je les regarde, je les interprète de façon différente. Ça dépend de mon état d'âme, ça dépend de mon humeur, ça dépend de si je suis triste ou joyeuse. Je vois toujours quelque chose de différent dans ces tableaux. Et ça me réjouit énormément d'avoir une aide. J'ai l'impression que ces tableaux me parlent.
Des fois, quand ça va pas, je vais les regarder, puis je trouve la réponse que je cherche. C'est drôle, mais c'est comme ça. Intéressant que vous dites ça. En tant que critique d'art, j'ai la conviction ferme. Si c'est de l'art, ça parle. Si ça ne parle pas, ce n'est qu'objet. Choisir une pièce et la faire rentrer chez soi, c'est faire rentrer quelqu'un. Et c'est normal, donc c'est un dialogue qui s'installe. Et je suis émue de savoir que le dialogue n'est pas interrompu, il va toujours continuer. Je trouve que c'est la plus belle récompense que peut avoir un artiste, en fait. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Et c'est une occasion en or, c'est très rare qu'on peut s'asseoir en face d'une artiste du calibre de Maëlle et lui poser n'importe quelle question. Je vous incite à le faire parce que le temps passe et avant de passer de cette œuvre, c'est le moment. Carpe diem. Je vous incite à saisir le moment sur cette œuvre. Il n'en a pas de mauvaise. Parce qu'elle me démange, je vais la poser même si elle est bête. Est-ce qu'on aurait pu supposer l'exposition verticale entre la sculpture et le tableau? C'est-à-dire, est-ce que la sculpture telle qu'elle est posée, puis le tableau, on aurait pu le voir couché au lieu de... Je ne sais pas, c'est parce que moi j'ai tendance à regarder de pied. Très intéressant. Merci. Merci Lisa pour la question. Et c'est vrai, très intéressante. Je mets du temps avant de répondre. Parce que moi-même, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que, on peut observer une continuation de lignes là-dedans qui crée l'unicité de la pièce. Est-ce que si on retournait le tableau, on va avoir une coupure de ligne, donc ça va être deux éléments distincts, mais qui peuvent être ensemble, je ne sais pas. Mais au moment de le travailler, oui, j'avais envie de cette continuité d'où on va retrouver, oui, des lignes qui se continuent. C'est là où je dis, je ne sais pas. Ça changerait peut-être la vision, peut-être que moi-même je serais étonnée, peut-être que moi-même ça m'intéresserait. Je ne peux pas, effectivement. La seule chose, c'est que si cette pièce est composée, je souhaiterais qu'il y ait une continuité dans les lignes. Donc si on crée d'autres lignes, et ça pourrait être une surprise, on va dire, il y a des lignes. Donc oui, pourquoi pas. On a vu pas mal de tes tableaux dans les deux sens. Oui. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui. Mais c'est la liberté de l'abstraction, en fait. Ça permet, effectivement, pourquoi pas. Pardon. J'ai simplement un petit commentaire. J'aimerais qu'on ait le temps que je vous lise tout, mais voici un commentaire sur la même œuvre d'une autre personne. L'œuvre a une verticalité transcendante. Est-ce que des jeunes artistes vous êtes approchés pour apprendre votre technique d'art? Est-ce que vous êtes ouverte à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou de faire même des vidéos du processus, même si vous avez expliqué quelquefois comment vous le faites et chez les matériels, mais même à ça, je ne comprends vraiment pas comment ça se fait. C'est un mystère. C'est vraiment... Moi, je serais intéressée à voir ça. Comment ça se fait? Bien intéressant, Sarah. Oui, effectivement, je trouve que... Merci, Sarah, pour
la question, elle est très intéressante. À un moment, j'ai donné des ateliers, mais quasiment des cours privés, parce que je ne peux pas enseigner à plusieurs personnes en même temps. Et je me suis rendu compte, il faudrait que je me corrige, en fait. J'enseigne les techniques, mais j'ai une exigence de réussite. C'est terrible, on ne devrait pas. Et je me suis rendu compte que c'est pas que je créais un stress, mais la personne, c'est sûr qu'elle sortait avec un tableau, elle-même, elle était étonnée, elle le trouvait d'un niveau, il y avait une perfection. Mais je respectais son idée, sa créativité, mais la technique, je tenais à ce qu'elle la maîtrise. Donc c'est vrai que ça créait une pression terrible. Je me suis rendu compte que moi, je ne peux pas avoir plusieurs élèves. Une seule élève, ça m'occupait beaucoup de temps par rapport au travail que je devais avoir. Donc j'ai abandonné cette formule. J'envisagerai dans un futur, j'espère, très proche, donner des ateliers de sculpture florale particulièrement. Donc maîtriser cette technique de travail, oui, pourquoi pas. Et éventuellement peut-être enseigner les approches pour l'application, et puis les personnes en feraient ce qu'elles veulent, effectivement. Mais c'est vrai que donner des cours et des ateliers pour que les personnes exécutent et créent leur propre tableau, c'est difficile pour moi. Parce que je pense que je manque de pédagogie dans le sens où je suis très exigeante. J'ai l'impression que c'est normal et naturel. Elles doivent arriver à faire un premier tableau doit correspondre carrément au 10e ou à 20e, et je trouve que c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc il faudrait ou que j'adapte, ou je comprenne mieux. Mais voilà, donc oui, c'est intéressant, peut-être une vidéo, pourquoi pas. Oui, ça m'intéresse. Je suis ouverte à comment dirais-je, à communiquer cette approche, oui. Je n'en fais pas mienne, unique, non. Pas du tout. Ça répond à la question? D'accord, merci. Je crois qu'on conviendra tous à dire, même si elle s'efface, et c'est ça un tressaillant de Maëlle, elle s'efface. Il s'agit d'une maître. Et j'aimerais revenir aux commentaires sur l'horizontale ou verticale. Voici un autre extrait en ce qui concerne cette œuvre. Elle n'est pas explicite, mais c'est comme un chemin qui s'ouvre vers une élévation. Or, on va quitter cette œuvre, mais je tiens à dire, en pensant à Voltaire, à qui on attribue cette citation, de la lumière, de la discussion jaillit la lumière. Et voilà le fondement des ateliers dialogiques. Parce que tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos perceptions et interprétations viennent enrichir le discours autour de l'art de Maëlle. Je dirais en même temps, et c'est ça l'ironie ultime de cette œuvre, de la matière jaillit la lumière. Donc, vous allez vous lever un tout petit peu pour quelques secondes, si vous voulez suivre Mademoiselle Mokrani et contempler quelques secondes une œuvre, parce que l'artiste et moi, on ne peut pas se déplacer. On est attachés. Alors, prenez un petit peu du temps devant cette œuvre, s'il vous plaît. Dans le désordre du fond, et une tendance de... Excusez-moi. Et une tendance de recherche dans les morceaux qui tâchent de se retrouver. Les morceaux sont évidemment les parties d'une entité. L'écriture automatique, la dimension de l'inconscient au subconscient. Une tombée dans le néant et l'espoir de se retrouver.
le néant est tout dans les couleurs chaudes de la vie, et les morceaux sont des couleurs froides du spirituel. 5e étape, synesthésie. Qu'est-ce que la personne a entendu en regardant cette œuvre? J'entends la musique de Sostakovitch et je vois le Mont Chauve, qui est, n'est-ce pas, une opéra de Modeste Mussorgsky. 6e étape, la dimension nominative. Quel nom est-ce que cette personne a donné à l'œuvre? Explosion. Car pour moi, c'est le début d'une explosion volcanique. Alors, j'invite l'artiste à répondre. Merci. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant et c'est toujours très intéressant, effectivement, de voir des perceptions différentes. Ce tableau a été exécuté et fait pour un espace qui traite plutôt des problèmes de santé. D'où effectivement le choix de ces couleurs. Il n'y a plus de douceur. Je n'ai pas intégré de noir, justement, ni de rouge violent. C'est des teintes beaucoup plus douces. Donc je n'ai pas utilisé les couleurs de prédilection que j'utilise, le noir, le rouge et le blanc, mais plutôt des teintes plus douces, que je considérais comme étant vivantes. Je voulais effectivement transcrire la vitalité, les courants, le mouvement, la vie. Mais on parle d'explosion, oui, la vie est explosive peut-être. Et volcanique, oui, il y a quand même du minéral, il y a de la terre et des coulées. Peut-être qu'on peut voir effectivement des coulées volcaniques. Oui. Je ne sais pas si je réponds complètement, hein, oui. Des questions, des commentaires sur cette œuvre? Moi, je vois exactement ce que Mimi a vu. Je vois la mer, je vois l'eau couler, je vois des poissons remonter à la surface pour respirer. Toujours ce besoin vital là qu'ils ont de monter à la surface et de respirer. Le bleu est très reposant d'ailleurs. Le orange, je sais pas, je le vois comme des... je sais plus, là sous la mer, je sais plus ce qui se passe. Enfin, tout ce qui... Les coraux, les... Moi, je vois ça comme quelque chose de très vivant. Je me permets de donner écho à ce que cette personne a écrit. Ça m'a beaucoup intrigué, le concept de l'altérité. Et d'insister sur le fait que c'est cassé, c'est brisé, c'est fracturé. Et d'ailleurs, ce qui est le dénominateur commun dans toutes les œuvres à peu près, un leitmotiv qui revient, c'est toujours les failles. Alors, vous répondrez comment à cette idée d'une altérité? Quelque chose s'est brisé et on veut récréer ce qui était autrefois unité. Vous parliez d'ailleurs, l'expression est juste, l'unicité. Or là c'est l'unicité éclatée, n'est-ce pas? Là, on rentre quand même dans une interprétation et des valeurs intellectuelles avec lesquelles c'est pas que je ne suis pas tout à fait à l'aise. Je trouve que chacun a son interprétation. Est-ce que, inconsciemment peut-être, lorsque je travaille, il y a sûrement des phases de ma vie qui apparaissent ou qui sont présentes. Les vies des êtres sont faites de successions d'événements, de successions de situations et sûrement de failles. Il y a eu sûrement des brisures, il y a eu sûrement des événements qui ont marqué une vie, même si elles font partie de notre vie, même s'il y a eu, comment dirais-je,
une sérénité retrouvée ou construite. Si on voit des brisures, des fissures, c'est qu'elles ont peut-être déjà existé. Voilà, mais je ne peux pas dire plus. Sincèrement, je ne peux pas exprimer une affirmation et dire oui, non, je ne sais pas. Et ce concept de l'altérité, ce qui veut dire, c'est un mot compliqué pour dire l'autre, Oui, oui. l'étranger. Comment vous voyez ça? Moi, personnellement, ce que j'aime exprimer, c'est un tout. L'autre n'existe pas. Ou l'autre existe, oui, mais je veux dire, je ne le considère pas comme autre et étranger. Donc je n'ai pas cette notion de l'autre. C'est qui l'autre? C'est en soi une position philosophique très importante. Alors, si vous permettez, je vais lire quelqu'un d'autre sur la même œuvre, même processus. La première dimension, empirique, les observations. J'observe 3 rectangulaires, 80 par 60 cm, 3 fragments de céramique tracés de bleu foncé et de turquoise en continuité avec la toile. Surface en relief, avec touches ocre et orangé sur fond gris, pâle et blanc. Deuxième étape, la dimension cognitive. Une fusion d'éléments aqueux et d'incandescence nous montre la dualité entre eau et feu. C'est l'été indien, sous la pluie, ou la rivière qui traverse la forêt. L'arrangement fracturé libère l'espace tout en gardant la continuité du mouvement. L'œuvre est abstraite et sa vocation est purement esthétique, car les formes et les couleurs ne sont pas de ce monde. Elles deviennent alors en canevas pour nos pensées et notre imagination. Troisième étape, la dimension affective des émotions. La danse du feu autour de l'eau. Un jeu d'annihilation de 2 éléments opposés, alors je suis fasciné. Un peu plus, et j'y vois le cycle de la vie. Les feuilles qui flamboient avant de mourir et se poser dans le lit de la rivière qui danse. Quatrième étape, l'écriture automatique. Je vois le cycle de la vie, son tumulte, de la chaleur qui rencontre la glace, et celle m'entraîne dans une course folle. Cinquième dimension, synesthésique. Qu'est-ce que la personne a entendu? Le feu qui crépite, ou les feuilles mortes qui craquent sous nos pieds, ainsi que le clapotis d'un ruisseau. Le titre, la dimension nominative, eau et incandescence. En fait, il s'agit d'automne bleu, c'est le titre qu'a donné l'artiste, et il mesure 40 pouces par 36 pouces, et ça date de 2017. Merci. C'est très intéressant, encore une fois, je suis très étonnée par tout ce qu'on peut observer. Hein, donc, oui, mais je trouve que l'eau, j'aime bien cette vision de l'eau et du feu, parce que les deux sont nécessaires à la vie. Et l'un atténue l'autre, en fait. Ces couleurs, moi, je les trouve, oui, ça a été un choix d'équilibre d'énergie. Les mouvements, bon, les pièces 3, bon, c'est vrai qu'on va retrouver très souvent un chiffre 3 dans mes tableaux.
je trouve que c'est un chiffre harmonieux pour la construction. Donc, il n'y a pas plus de symbolique. J'ai entendu, je crois avoir écouté une allusion à l'esthétisme. Je suis guidée peut-être essentiellement par l'esthétisme de la construction d'un tableau. Donc, oui. Si ça répond peut-être à tout. Le temps passe, donc c'est le moment pour poser des questions sur cette œuvre, puisqu'on passe à la dernière très bientôt. J'aime beaucoup votre idée d'altérité qui est intégrée, finalement, qui ne pose pas de conflit, là. Moi, je vais vous revenir avec ma québécitude. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un roman historique ici qui raconte la vie des coureurs des bois, les colons, au temps de la colonie française, et qui s'appelle « Les routes d'eau ». Et quand vous regardez ça, vous regarderez en rentrant là une carte aérienne de la région de Montréal et vous avez absolument le confluent à la hauteur de Repentigny où le fleuve se divise et vient contourner l'île Jésus et l'île de Montréal. Avec les berges des deux côtés, en haut, là, du côté du Saint-Laurent. Là. Alors, je pense que vous ne l'avez peut-être pas réalisé, là, mais je pense que vous êtes plus québécoise que vous ne l'avez jamais imaginé. C'est d'autant plus intéressant, une des raisons que ces ateliers dialogiques vaut le coup, c'est d'explorer en quelque sorte ce que disait Jung, le collègue de Sigmund Freud, et toute cette idée de la conscience collective. Et je vois bien par les commentaires de Mademoiselle Clément qu'elle a un sens aigu d'une conscience collective miroitée dans l'art. Merci pour votre commentaire. Je vais regarder à nouveau mon tableau et j'aime beaucoup ce que vous avez pu voir. Sincèrement. Sûrement mon subconscient a dû photographier la carte et reproduire. Oui. Ah oui, j'aime beaucoup là. Je vais regarder. Oui. Mais sûrement, vous savez, comment dirais-je, j'ai jeté l'encre au Québec. J'ai jeté l'encre au Québec. Et oui, j'aime beaucoup ce que vous avez vu. Et je vais regarder la carte, là, franchement. Oui. Ah non. Ah oui, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, et justement, le vidéaste est en train de lui montrer. Je voulais juste comprendre si vous pouvez élaborer sur l'aspect santé que vous avez mentionné. Est-ce que c'était une commissaire, une commande? OK. C'est très valable comme question. Merci. Oui, c'est un tableau qui a été exécuté pour un espace santé. Et lorsque je me lance dans une commande, j'ai besoin de comprendre d'abord l'attente, l'utilisation, et je dois rentrer effectivement, je me concentre pour exprimer le maximum. Et c'est là où j'ai travaillé justement ces couleurs parce que je les trouvais vivifiantes et reposantes en même temps. Je ne voulais pas un tableau qui crée une excitation ou une tension. Je ne voulais pas aussi un tableau qui soit plutôt déprimé et triste. Donc il fallait véritablement quelque chose qui alimente la vie et la santé. D'où ce travail, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, pas de noir et pas de rouge, pas de tableau aussi intense. Donc on est parti vers des douceurs. J'ai travaillé le mouvement parce que je trouve que le mouvement crée la vibration du tableau et donne une vie. Donc voilà, si ça répond.
Oui, voilà, j'ai tenu compte que c'était dans un espace santé. Oui, 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 juste après, effectivement. Alors, si vous voulez fixer vos yeux là-dessus, et c'est le dernier, je vous donne un petit peu de temps pour l'assimiler, comme dirait Mademoiselle Clément. La première fois que j'ai vu cette œuvre, elle était tellement forte, la charge affective, je voulais fuir. C'est quand j'ai vu le clip vidéo de M. Belkiri qui a su mettre en valeur cette œuvre que je me suis rendu compte de sa magie, voire de son génie. Ça, c'est moi. Alors, je ne comptais pas l'inclure dans l'atelier dialogique, mais après avoir vu le clip vidéo, pour moi, cette œuvre était devenue incontournable. Alors, voici le même processus. La première dimension, la dimension empirique, des observations, des faits, des données. Toile rectangulaire, 40 par 60 cm, une fleur de pavot rouge, au cœur violet, entourée de feuilles violettes, fond rouge et blanc gris, avec touches de violet et de noir. Aussi quelques touches orangées. La fleur crée une diagonale sur le tableau. Les éléments ne sont jamais centraux, toujours asymétriques. Présence de relief et fleurs en 3 dimensions. La deuxième étape, la dimension cognitive, de la pensée, du raisonnement, de la logique. Il y a encore un élément d'incandescence dans l'œuvre, une fleur léchée par les flammes, qui se calcine par endroits, l'idée d'une sensualité contrariée. En rouge éclatant, voire presque violent, à peine adouci par les courbures florales. Une pensée sombre peut-être, un deuil certainement, car un noir funeste entoure le rouge écarlate de la vie. Troisième étape, la dimension affective. Je ressens les émotions, les sentiments. Rouge sang et décrépitude, dans le crépitement du feu qui soit consume ou libère la sensualité frustrée. Un film de vieillesse s'est déposé sur un cœur encore battant, pas de sérénité, mais plutôt de la tristesse. Quatrième dimension, le subconscient, l'inconscient, l'écriture automatique, la fleur de la vie qui se consume, emprisonnée dans les flammes de la décrépitude. Perd-elle le combat ou arriverait-elle à se libérer? Je m'interroge, mais j'apprécie l'esthétisme de l'œuvre. Cinquième étape, la synesthésie. Qu'est-ce que la personne a entendu en regardant cette œuvre? En concert baroque, une musique de chambre, intime, mais distante à la fois. La dimension nominative, quel nom la personne a donné? Et pourquoi? Le voile, car c'est un voile qui semble se déposer sur la toile. En fait, cette œuvre s'appelle Volupté et elle date de 2010 et c'est un médium mixte 24 pouces
par 18 pouces. Et j'invite l'artiste à dialoguer avec la personne dont elle vient d'entendre. Merci. En fait, oui, je travaille par moments accompagné de musique. Et là, je vous dirais, c'était le Trouvert, chanté, interprété par la Calas. Donc, peut-être que j'étais influencée par cette musique et par cet opéra. Et j'ai mis beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Encore une fois, je vais vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, je ne distingue pas mon état réel de l'état dans lequel je suis lorsque je travaille. C'est un tout. Sûrement l'état personnel, je ne sais pas. Mais je suis étonnée que l'on puisse voir autant de choses. Est-ce que ça fait partie, encore une fois, d'une partie de ma vie? Oui. Sûrement. C'est un des états qui transpire toujours, même si on n'a pas envie qu'il transpire. C'est vrai. Moi-même, je la considérais comme assez forte. C'était une période aussi, je faisais beaucoup de travaux dans ce style-là. On va trouver effectivement elle date de 2010. Elle fait partie aussi d'une manière de travailler où on va avoir un peu plus de présence de mortier. La toile a des petits espaces. Elle transpire par petits espaces par rapport aux autres où ils sont très aérés. Je pense qu'il y avait une densité là-dedans. Une densité, oui, réelle. Peut-être que moi-même, je la ressentais, cette densité. Par un vécu, oui. Oui. Je ne dirais pas plus. Voilà, c'est vrai. Alors, à vous le micro, le temps passe. Et puis, en quelques minutes, l'atelier prendra fin et ensuite, on va partager. Quelque chose qu'elle a déjà dit, je me répète. Je suis étonnée de voir Mimi nous présenter une toile aussi petite, parce qu'elle a d'habitude toujours besoin d'un très grand espace pour exprimer. Et là, c'est la première fois que je vois une œuvre de cette taille-là. Alors, voilà. Et je persiste et je signe, j'allais pas choisir cette œuvre, mais quand vous parlez de petite, je me suis rendu compte, cette œuvre-là est plus grande que nature. Merci. Et c'est pour ça que j'ai parlé de densité. Et effectivement, je recherche le travail plutôt sur des grandes toiles, parce que j'aime travailler le mouvement. J'ai le sentiment qu'il y a une respiration, il y a un allègement. Et effectivement, donc c'est pas que je ne suis pas à l'aise, je m'exprime mieux sur des grandes toiles. Et si je travaille une petite toile, oui, sûrement ça doit correspondre aussi à un souhait d'exprimer quelque chose de ténu et oui. Ça répond? Oui. Sarah. C'est juste un commentaire. J'ai l'impression d'être dans une salle d'opération et je vois même le couteau et tout ça. Et il y a deux personnages qui me viennent, soit quelqu'un qui s'est vraiment blessé dans une guerre ou même une femme qui vient d'avoir un enfant. Je ne sais pas, mais c'est très... Il y a quelque chose de vraiment intense et c'est ça. Je me vois dans cette salle d'opération. Oui, bien sûr. Ce que je vais vous dire va vous intriguer. Moi, dès que j'ai vu ce tableau, j'ai pensé au rouge et au noir de Stendhal. Pour ceux qui l'ont lu, comprendront. Alors, Amel. Oui, merci pour vos interventions. Et je reprendrai le rouge et le noir de Stendhal, ou bien
Oui, où la force et l'intensité, Brel, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Je comprends ta vision, Sarah, parce que la fleur est avant tout sexuelle. Et même ce modèle de fleur, oui, on voit toute une sexualité là-dedans. Une salle d'opération, je ne sais pas. Peut-être. C'est une dissection de la pensée, peut-être. Alors, je vais profiter des commentaires de Sarah qui disait soit une salle d'opération, soit une femme qui vient de donner naissance. Je vais lire une autre personne sur la même œuvre et je vais simplement préciser qu'il y a le peintre français Gustave Courbet qui a fait une œuvre qui a fait scandale, L'origine du monde. Je tiens à signaler que j'ai fait ma maîtrise sur Stendhal en passant. Une autre personne. La première dimension, l'empirique, j'observe, je note, je constate. L'origine du monde. En concentré de violence, prête à éclater. Je reconnais être mal à l'aise devant cette œuvre. Ce sont les couleurs de la vie et de la mort, dans une combinaison qui pouvait me donner des cauchemars. Deuxième dimension, cognitive, la pensée, le raisonnement, la logique. La douleur est trop profonde pour permettre d'être analysée par un tierce personne. La démarche est plutôt noire. Même s'il est une naissance, il lui manque cruellement l'espoir de la vie. Quatrième dimension, le subconscient ou l'inconscient. Troisième dimension, l'affective, la gamme des émotions. Peur enfuie, qui ressortent comme des plaies. Image de la fin du monde. Quatrième dimension, l'inconscient ou le subconscient. Trop difficile. Je dirais que ce n'est pas la même personne qui a créé cette œuvre. Ce n'est pas le même créateur. Cinquième dimension, synesthésie. Qu'est-ce que la personne a entendu quand elle a regardé cette œuvre? Un cri déchirant. Sixième dimension, nominative. Quel titre et pourquoi ce titre-là? Un cri déchirant. Merci. Encore une fois, je suis franchement étonnée aujourd'hui de ce que je peux voir, entendre comme interprétation. J'ai entendu la vie et la mort. Mais vivre, c'est aussi savoir mourir. Et l'un n'existe pas sans l'autre. La vie n'existe et elle est belle que parce que oui, il y a la mort aussi. Mais là, pour moi, j'entends très souvent l'interprétation du noir et du rouge. Le rouge est très souvent interprété comme étant le sang. Moi, je dirais que cette phrase ne vient pas de moi, elle vient d'un monsieur africain et qui m'a parlé des interprétations en Afrique, des trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc.
Et il disait que le rouge, c'était la vie, parce qu'il n'y a qu'un corps vivant qui peut saigner. Le blanc est la couleur de la pureté et de la lumière. Et le noir, c'est la couleur de la nuit. Et la nuit est apaisante et sécurisante, parce que la nuit enveloppe et permet à l'être d'être protégé du danger. Je pense que, et peut-être ça serait une question, quand l'artiste s'exprime, après, c'est à nous la liberté d'interpréter, mais c'est pour que l'artiste aussi se passe de mots. Il n'a pas besoin de mots. Et à ce moment-là, le langage est transmis vers celui qui observe. Et peut-être qu'il y a beaucoup de surprises, en fait, dans les interprétations, les lectures qu'on a pu faire de l'œuvre, mais c'est vrai que la symbolique, des fois, en fait, on utilise des couleurs, des symboles qui sont universels, et de ce fait, beaucoup de personnes ont tendance à réagir fortement. Donc peut-être que ce n'est pas l'intention de l'artiste, mais réutiliser une symbolique universelle de certaines couleurs va amener beaucoup d'observateurs aussi à se rejoindre dans l'impression, par exemple, de douleur ou un ressenti douloureux. Alors, quelle serait votre opinion par rapport à l'utilisation des couleurs, justement ? Vous avez parlé de l'Afrique, mais est-ce que c'est tout le temps le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de responsabilité ? Pardon, je vais reformuler la question. Est-ce que vous ne pensez pas que ça se comprend aussi que les personnes puissent ressentir une certaine puissance, quelque chose qui dérange ou voilà. Merci. Merci. Le noir, c'est une couleur que j'aime. On le sent. C'est une évidence. Et le rouge aussi. Ça se voit. Bon, d'accord. Je trouve que ce sont des couleurs très puissantes. Et le noir n'est... D'ailleurs, les noirs, mes noirs ne sont pas noirs. En réalité, mes noirs sont... Déjà, techniquement, je les compose de 5 ou 6 couleurs. Je n'utilise jamais le noir de tube. Donc, ce sont mes noirs. Maintenant, l'utilisation des symboliques que donnent en général les personnes au rouge ou au noir, est-ce que je les utilise pour répondre à cette symbolique ou elle a une symbolique propre à moi? Je ne sais pas. Je les utilise peut-être parce que j'aime ces couleurs. Et je comprends que l'on puisse voir le noir comme chez chaque personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent que le noir est une symbolique triste et le rouge, le sang, donc la violence? Elles peuvent voir ça, je l'avais dit au début. Je crée et je m'exprime. Maintenant, le public, l'observateur est libre de voir ce qu'il veut. Tu as bien dit que c'était une psychanalyse des personnes, chacun, oui, effectivement, c'est sa propre psychanalyse en fait. Et moi, je ne souhaite pas parler de ma propre psychanalyse. Je crois que la dimension culturelle est à souligner. Il y a 1 an et demi, je faisais un atelier dialogique à l'invitation de la ville de Montréal, avec l'artiste autochtone Atikamek Eroma Awashish en entrepôt à la Chine. Exposition incontournable, à mon avis, composée en grande partie de corbeaux empaillés qui s'entourent, 12 corbeaux qui entourent un crucifix avec un corbeau crucifié. Et puis, évidemment, la force de frappe, tout le monde, sans exception, l'associer avec le macabre, avec le funèbre, c'est la mort, c'est la triste.
Or, quand Eroma Awashish elle-même est venue à la place de Maël et qu'elle a expliqué dans la culture autochtone, les corbeaux, ce sont des messagers entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce sont des prophètes, d'où son association avec la crucifixion, le crucifix. Alors, c'est vraiment, l'aspect culturel est énorme. Et il faut pas le sous-estimer sous un jour anthropologique. Hein. Merci. Là, comment Pour elle, vous c'est aborder tout positif ce qu'elle a fait. J'aime bien votre explication de la symbolique. On parle de la fleur et effectivement, on dit que c'est le symbole de la sexualité. Mais le travail de la fleur aussi, c'est beaucoup plus de féminité dans les rondeurs, dans les formes. Et la présence de la fleur, pour moi, c'est beaucoup plus aussi ces volutes, ces formes, cette délicatesse, ce côté, cette fragilité qui devient quasiment éternelle. On lui donne une longue vie à cette vie éphémère qu'est la fleur. Donc je vais reproduire le moment où l'instant où le pétale commence à peine à tomber, mais il ne tombe pas, alors que dans la vie réelle, c'est une fraction de seconde. Le pétale va tomber. Là, je saisis l'instant délicat, l'instant, oui, où on saisit l'image la plus belle d'une fleur. C'est lorsqu'un pétale commence à tomber. Voilà. Et ça revient, comme on disait, en quelque sorte, c'est saisir l'éphémère dans le moment même. Donc, on est pratiquement à la fin des dernières questions avant la dernière. Je vais lire un dernier texte, mais avant qu'on quitte cette œuvre-là, je vous invite. C'est micro ouvert chez Maël. C'est intéressant ce que vous venez de dire, l'image de la pétale qui est la saisir juste avant qu'elle tombe, parce que quand je regarde cette peinture, je ne sais pas, prenons mon exemple de salle d'opération, j'ai cette tension, je ne sais pas si la personne va vivre. C'est comme elle est sur le bord de la vie et la mort. Donc c'est cet instant précieux. Oui. Je sais pas, des fois, je vais vers la mort, d'autres fois, je me retire, je sens les battements du cœur. Oui, j'aime beaucoup ce que tu vois, parce que oui, on saisit l'équilibre fragile. L'équilibre est toujours fragile. Même nous, en tant que personne, on bascule sans arrêt. Très. Très. Oui. On a une question? D'autres? Oui, monsieur. Merci d'avoir un deuxième homme qui se pose une question. Moi, je voudrais juste faire un commentaire. Je ne sais pas qui a dit que la vérité est comme un lézard. Quand on lui coupe la queue, le lézard s'enfuit, sachant pertinemment que sa queue va repousser. Alors, c'est un peu comme les tableaux de Maël se présentent à nous comme un coin zen, en fait. Toutes les interprétations sont possibles, mais la vérité intrinsèque du tableau, ça reste caché. Ça reste caché, et le tableau nous apparaît comme un miroir. On y voit ce qu'il y a en nous, dans quelque sorte. C'est tout. D'où l'importance de la pensée de Jacques Lacan. Et le miroir comme reflet de la condition humaine. Et ce n'est pas une coïncidence que Lacan, maintenant, est une pierre angulaire de la critique d'art, de la théorie d'art. Alors, un dernier texte, et c'est tout à fait exceptionnel, j'ai jamais fait ça, mais ici même, jeudi dernier, Maël et moi, on fait une entrevue
sur les ondes de Choc FM, qui est à Toronto. C'est une des plus grandes stations francophones, non seulement en Ontario, mais dans tout le reste du Canada, mis à part le Québec, bien entendu. Eh bien, je vous invite à aller sur le site de Choc FM, c'était le 24 octobre 2017, d'écouter l'entrevue. On peut vous envoyer, c'est peut-être sur votre site, je crois qu'il va... Ah, c'est sur le site. Oui, c'était sur Facebook, il y a eu un lien, c'est moi qui ai mis le lien sur Facebook, mais pas mon site web. Ah, ok, pas encore. Donc, je vais vous lire le texte d'une personne qui m'a contacté après l'écoute de l'entrevue avec Maëlle et moi-même. Professeur Cornette, je vous remercie pour cette entrevue. J'apprécie toujours la construction conceptuelle de Maëlle. J'entends sur le plan des idées et de la manière dont elle articule celle-là avec son travail artistique auquel elle s'est insuffler à la fois l'idée sans tomber dans l'art conceptuel, en restant dans une conception que je qualifierais de plus hegelienne, l'art comme beau. L'idée que l'œuvre de Maëlle fait se rencontrer deux minimalismes, le japonais et l'occidental, est très juste. Et j'ajouterai qu'elle participe de ce fait aussi à la rencontre entre deux temporalités. Un ancrage dans des arts traditionnels japonais, appris là-bas, et la modernité de l'abstraction. J'ai postulé la thèse, lorsque j'étais en maîtrise en philosophie de l'art, qu'il y avait un lien consubstantiel entre l'art et l'Extrême-Orient ou du polymorphisme des sources de son inspiration. Elle offre, à mon avis, une belle métaphore de l'art comme particularisme s'adressant à l'universel. J'ai partagé sur les réseaux sociaux cet entretien. Merci. Oui, j'ai lu aussi justement ce commentaire, j'ai beaucoup apprécié parce que moi, je vous dirais franchement, je suis tout à mon travail avec ce que je veux faire. Je n'intellectualise pas autant, pas du tout. Je n'intellectualise pas. Pour moi, la peinture reste un pur plaisir et une pure connexion. C'est tout. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait poser une dernière question, faire un dernier commentaire? Merci, mademoiselle Clément. Merci beaucoup. Sur votre petit tableau, là, moi, quand je l'ai vu, évidemment, moi, j'ai eu exactement comme professeur Cornette, là, j'ai eu comme un choc là, qui m'a traversé tout le corps. Mais pour moi, c'était comme un enfantement qui n'est pas complété. Vous avez le sang de la naissance, vous avez le cordon ombilical, comme si l'enfant était encore attaché après le placenta. Il n'a comme pas fini de naître. Tant qu'on ne lui aura pas donné complètement son autonomie, là, il est encore attaché là. Et le rouge, ce serait comme les vibrations, si vous voulez, ou la répercussion de la douleur de l'enfantement, là, qui jaillissent un peu partout dans tous nos membres. Mais ça revenait à ce que Madame disait tantôt. Elle disait ou un enfantement ou une opération. Mais moi, c'était ça. Le noir, c'était comme le sang de l'accouchement, le blanc, le cordon. Puis je me disais, bon, c'est comme si on a commencé à vivre, on est encore attaché au placenta, qui est toujours pas complètement, il est toujours à l'intérieur, là, et progressivement, on cherche comment on va vivre, là, quand on va vivre, quand est-ce qu'on va respirer par soi-même. Merci, mademoiselle Clément. Merci beaucoup. Mais vous me surprenez toujours.
Oui. Je ne peux pas rajouter quelque chose à ce que vous avez dit. C'est votre perception. Je suis surprise qu'on puisse voir autant de choses dans ce tableau. Mais encore une fois, peut-être qu'il y a un inconscient qui s'exprime et qui n'a pas envie de mettre de mots. Voilà. C'est quelqu'un qui avait dit, si l'œuvre est sans voix, aphone est l'artiste. L'indicible. Je pense à Paul Verlaine. Et pourquoi est-ce que j'ai lu ce texte exceptionnellement d'un philosophe qui a écouté Maëlle? Elle sait d'abord exprimer l'indicible dans son art. En effet, comme une des personnes qui a participé hier a dit de cette œuvre, il n'y a rien à ajouter. En revanche, on a passé beaucoup d'heures ensemble en préparation pour ces ateliers dialogiques, pour cette exposition. Elle est toute petite, menue même. C'est une grande artiste. Et un mot qui est revenu à maintes et maintes reprises dans les textes, dans ses réponses, c'est l'énergie. Elle a une force. Les ouragans, l'envie. Et avec un petit bout de fin. Peut-être est-elle l'élan vital. Oui. Merci Maëlle. Merci à vous. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Comment dirais-je? L'artiste a le plaisir de travailler et s'expose et expose plutôt son travail pour aller chercher un écho. C'est un dialogue qui s'installe. J'ai aimé ce dialogue. Je vous remercie, vous, d'être venus. Et l'échange a été magnifique. Je vous remercie.